Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JTM en direct sur KTV. Nous sommes le mercredi 27 mars. À la une de cette édition, Marine Le Pen en campagne pour les européennes. La présidente du Rassemblement national est à Mayotte pour convaincre les électeurs locaux. Forte de ses 43% réalisés sur le territoire lors du deuxième tour des présidentielles, elle espère que son projet de refonte de l'Union européenne saura séduire les Mahorais. Au programme, une fermeture des frontières afin notamment de lutter contre l'immigration. Présente sur notre plateau ce matin, elle a de nouveau attaqué l'Union des Comores au risque de virer une nouvelle fois au populisme. Au montage, Leslie Vumenet. À l'aube des élections européennes, une chose est sûre, l'extrême droite a le vent en poupe en Europe. À l'instar de Matteo Salvini en Italie, Marine Le Pen espère convaincre les électeurs français qu'il faut renationaliser l'Union européenne afin de construire une Europe des nations. Principal atout de la leader du Rassemblement national, la fronde contre la politique menée par Emmanuel Macron. Si Emmanuel Macron arrive en tête à ces élections européennes, c'est-à-dire si les gens ne vont pas voter contre lui, excusez-moi, je suis obligé de dire ça comme ça, parce que s'abstenir, c'est donner une demi-voix à Emmanuel Macron. Eh bien alors, il va mettre en œuvre le deuxième étage de sa fusée antisociale, et le deuxième étage, c'est la réforme de l'indemnisation du chômage, et c'est la réforme des retraites. Or, vous imaginez bien que le gouvernement ultralibéral d'Emmanuel Macron n'a pas pour vocation de faire une réforme pour augmenter les retraites. L'objectif, c'est encore de raboter les retraites. Au-delà des problématiques de rattrapage social, Marine Le Pen juge que la France et l'Europe doivent aujourd'hui faire de la protection de l'environnement une priorité absolue. Mayotte, c'est pas un désert. Vous voyez, ça pourrait être, après tout, un caillou sur lequel il n'y aurait pas grand-chose à faire. Mayotte, c'est une pépite absolument incroyable. L'année dernière, il y a un journaliste du Figaro Magazine qui est venu faire un reportage et qui disait clairement, en interrogeant des experts, que Mayotte pourrait concurrencer très largement Maurice en termes de tourisme, compte tenu de la richesse de la biodiversité et des paysages de l'île. Si tant est, et pardonnez-moi d'insérer encore une problématique, mais qui me préoccupe énormément, si tant est qu'on s'attache à l'environnement. Parce que là encore, si vous voulez, les gouvernements qui se repeignent en vert parce que c'est la mode, et qui nous parlent environnement parce que c'est la mode, mais qui ne se rend pas compte que le département de Mayotte n'a même pas une usine de retraitement de déchets. J'en avais déjà parlé chez vous, et je vois que ça n'a pas évolué. L'immigration reste comme toujours le fil rouge du parti créé par Jean-Marie Le Pen. À ce titre, sa fille a réagi à l'élection d'Azali Assoumani. Elle considère que le gouvernement fait preuve de mansuétude à l'égard de l'Union des Comores. Ce sont les alliés puissants des Comores. Je ne vois qu'une explication, c'est la relation que la France veut absolument conserver avec l'Arabie Saoudite, parce que sinon c'est incompréhensible que la France ne fasse pas preuve de fermeté compte tenu des conséquences catastrophiques, encore une fois, de cette immigration clandestine sur la vie des Mahorais et des Mahoraises. Moi j'aurais été, franchement, avec la crise qui s'est passée il y a quelques mois, où les Comores ont refusé de reprendre leurs ressortissants, moi je vais vous dire, j'aurais eu une réaction d'une fermeté absolue. Suspension des visas, mais suspension des visas aussi pour les dirigeants comoriens. Les dirigeants comoriens dont on sait très bien qu'ils ont des avoirs, des biens, etc., notamment en France. Suspension des 135 millions dont je vous parlais tout à l'heure, qui ont été versés dans les 5 dernières années. Si vous jouez pas le jeu, on le jouera pas non plus. Après sa visite fin 2016, Marine Le Pen poursuit son opération séduction à Mayotte. Et si l'on en croit les chiffres des dernières élections présidentielles, la tentation Rassemblement national grandit au sein du 101e département de France. Et aujourd'hui avait lieu une journée d'information quant aux nouvelles dispositions issues de la loi Asile et Immigration promulguée le 10 septembre 2018. Les officiers d'état civil et les personnels territoriaux ont ainsi pu découvrir les nouvelles procédures à suivre concernant le contrôle de la régularité du séjour au niveau de l'enfance relativement aux amendements proposés par le sénateur Thani Mohamed Soilihi. Un texte officiel leur a également été décliné à l'issue de cette formation. Il a vocation à permettre d'identifier puis signaler des situations frauduleuses au procureur de la République. Un reportage de Marion Tellier.
Mayotte est le premier territoire à traduire par des actions de formation les nouvelles dispositions issues de la loi Asile et Immigration, promulguée le 10 septembre 2018. Le 101e département français est notamment concerné par la question du droit du sol, avec les amendements proposés par le sénateur Thani Mohamed Soilihi, puis adoptés, et par celle de la fraude sur les reconnaissances paternelles et maternelles. Aujourd'hui, il y avait à ce titre lieu un module d'information à destination des officiers d'état civil et des personnels territoriaux intéressés. Ce qui change pour les officiers d'état civil, c'est à la fois des indices s'agissant de la fraude. Il y a un texte officiel qui donne les indices pour détecter la fraude et les signaler au procureur de la République. Et s'agissant de la nationalité des enfants nés à Mayotte, des conditions de recueil, de contrôle de la régularité du séjour et de la mention qui peut être apposée sur les actes d'état civil de l'enfant pour que, le moment venu, si l'enfant veut demander l'acquisition de la nationalité, que l'on puisse s'assurer qu'au moment de sa naissance, au moins l'un de ses parents résidait sur le sol mahorais en situation régulière depuis au moins 3 mois. Chaque officier d'état civil disposera désormais d'outils pratiques pour mettre en œuvre ces nouvelles dispositions. Ce matin, les quelques 50 personnes présentes dans l'hémicycle du conseil départemental en prenaient ainsi connaissance. Elles ont notamment abordé les aspects techniques de ces nouvelles procédures. D'abord, on va parler des règles sur la nationalité, les nouvelles règles de nationalité et la règle d'apposition des mentions de la régularité du séjour dans l'acte de naissance. Donc ça va être le cœur du sujet ce matin. Par la suite, cet après-midi, on va étendre les notions techniques, c'est-à-dire comment on appose la mention, comment on la refuse, si on veut la refuser, qu'est-ce qu'on doit délivrer comme élément, comme document, sur quelle base légale on peut se fonder, qu'est-ce qui est permis ou pas dans l'appréciation. Voilà, on va parler beaucoup de techniques. Le nouveau texte de lutte contre les reconnaissances frauduleuses a quant à lui été décliné à l'issue de cette formation. Ce dernier, expérimenté à Mayotte puis validé par le ministère de la Justice, devrait faciliter l'identification de situations frauduleuses. Les officiers d'état civil seront alors chargés de signaler les cas de suspicion. Il reviendra alors au procureur de la République de s'opposer ou non à la transcription d'une reconnaissance. Depuis plusieurs années, la question de la desserte aérienne est au cœur des préoccupations des Mahorais. Aujourd'hui, Air Austral se retrouve en situation de monopole, mais des pistes sont étudiées pour mettre fin à cette problématique. L'une d'entre elles est menée par Théophane Narayanan, patron d'IBS et actionnaire d'Air Austral. Ce dernier souhaite casser le monopole de la compagnie réunionnaise et compte profiter de l'existant pour ouvrir de nouvelles lignes à coût réduit. Une compagnie officiante aux Comores pourrait ainsi s'installer à Mayotte. Écoutons sa réaction lors de la matinale de Kwesi. Donc nous, on a une réunion la semaine prochaine avec un opérateur, un gros opérateur de la zone également, ouais, pour les appareils. Et puis on va lancer le CTA. Le CTA, c'est pour le transport aérien, l'autorisation, oui, d'atterrir. Oui. Donc on va lancer le CTA à partir de cette compagnie pour voir l'autorisation d'atterrir sur la zone française, c'est-à-dire Mayotte, Réunion et surtout Réunion à Pierrefonds, pas à Gilo. D'accord. Pas d'autorisation, pas de demande sur Madagascar ? Alors oui, mais c'est un peu compliqué parce que tout le monde n'est pas sans savoir que Air Austral a fait un petit peu mainmise sur Airmad et le gouvernement soutient Air Austral de toutes ses forces et c'est dans ces conditions que Corsair est obligé d'arrêter la ligne et ça va être encore une bataille titanesque, mais on n'y perd pas espoir puisque le gouvernement vient de changer, il y a une nouvelle politique qui se met en place, c'est l'ouverture du ciel, l'ouverture du pays et dans ce contexte on ira se battre pour essayer d'avoir des autorisations sur Madagascar. Aéroport, toujours. Il y a quelques jours, les pompiers de l'aéroport ont envoyé un courrier au préfet et au procureur de la République. Ces derniers tirent la sonnette d'alarme quant au niveau de sécurité à l'aéroport du département. Absence de pistes longues, diminution du nombre d'avions accueillis, manque de matériel. Les pompiers demandent aux autorités d'agir au plus vite afin d'éviter que le pire ne se produise. Écoutons un représentant des pompiers au micro de Patrick Millian. Là, aujourd'hui, nous, les pompiers de l'aéroport de Mayotte, c'est pas que moi, Salas. Ouais. Nous avons tous signé ce papier pour aujourd'hui dire que Bassivo, là, l'aéroport de Mayotte devient dangereux, très dangereux pour les passagers qui transitent, qui décollent et on va venir là-dessus. Là. On va donner toutes les informations que la population mahoraise puisse savoir. Pourquoi cette piste est très dangereuse. Aujourd'hui, nous allons commencer par les camions qu'on a là-bas. Là. On appelle les VIM, véhicules incendie et mousse. Ces camions-là, on en a déjà 2 qui sont, on va dire,
à la retraite et aujourd'hui qui ne sont pas encore remplacés et qui tombent en panne quotidiennement. Et là-dessus, il y en a un des camions qui est déjà HS, le Sécurité 4. CQ4, c'est un camion qui a plus de 15 ans de service, qui est déjà mort. Or, nous, pour accueillir les gros porteurs, on va prendre l'exemple du Dreamliner avant... Les longs courriers, quoi. Voilà, les longs courriers. Nous devons avoir 3 camions opérationnels plus un véhicule de chef de manœuvre. Ça, c'est la législation. Ça, c'est la règle. C'est la règle. C'est pas le cas, Mayotte. Voilà. Aujourd'hui, on va dire, là, il y a quelques temps, c'était pas le cas parce qu'on avait 2 camions qui étaient HS et il y avait que 2 camions qui assuraient la sécurité aéroportuaire pour toute cette population qui passe. Je me tourne maintenant vers l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Rivo Malala, raconte au Dravelo, le secrétaire départemental du SNUPP FSU. Rivo, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes en grève depuis hier, une grève illimitée. Vous protestez contre la réforme de la fonction publique, contre la réforme aussi de la loi Blanquer, cette loi pour une école de la confiance. Vous avez manifesté hier, vous étiez une cinquantaine. Parlons d'abord de cette mobilisation. Il y a eu beaucoup d'enseignants du premier degré en grève, presque un enseignant sur 2, mais ils ne sont pas venus. Est-ce que pour vous c'est un échec ou vous trouvez ça normal? Il y avait des conditions météorologiques Hier, une cinquantaine, je ne sais pas, il y a eu plus. À un moment, quand la pluie s'était un peu arrêtée, mais bon, ça a fait disperser. Et d'ailleurs, on n'a pas réussi à mener jusqu'à terme notre programme. Bon, ça a eu lieu. Bon, c'est une excuse comme tant d'autres, on va dire. Mais il n'y avait pas un enseignant sur 2 dans la rue. On sait très bien qu'il y avait beaucoup de grévistes et on a croisé aussi beaucoup d'enseignants dans Mamoudzou, donc potentiellement qui étaient pour aller dans notre rassemblement. Bon, maintenant, ça c'est une chose. Un point sur lequel on peut être d'accord avec l'administration. Un enseignant sur 2, nous on est sur du 55% de grévistes, mais c'est pas grave. On va pas polémiquer là-dessus. Maintenant, ce sont les revendications qui sont sur la table. Elles ne sont pas nouvelles, ces revendications. Attention, c'est nouveau parce que en plus des réformes en cours, les réformes sur la fonction publique, surtout des réformes qui ont pour objectif amoindrir le rôle des représentants du personnel, les syndicats, d'accord? Et ce que ça veut dire, c'est ce qu'il faudrait plutôt savoir. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les affectations, ça sera le chef, l'administration qui fera, sans l'avis des représentants du personnel, donc l'arbitraire. Les promotions et les avancements, ça sera encore sans contrôle, donc ce sera le chef. Ça veut dire, pour les collègues qui connaissent comment ça marche, ça veut dire que c'est le premier copain, c'est celui qui sait très bien lécher les bottes, qui passera en premier. D'accord? Donc c'est ça ce qu'on veut, qu'on dénonce à chaque fois, et donc qu'on veut casser ici. Vous avez peur aussi d'une casse du statut? C'est aussi ça qui vous fait peur, du statut de fonctionnaire? Obligatoirement, quand on commence à ça, de toute façon, c'est dans le projet, le gouvernement veut se donner, s'accorder le droit de recruter plus de contractuels. Par exemple, s'agissant des recrutements, ça sera comme ce qui s'est passé récemment à Mayotte avec la COLAS, ce que dénonçaient des agents de la COLAS, des contrats de chantier, sur une période maximum de 6 ans, allez oust, et on n'en recrute plus. De la même manière, le gouvernement veut aller jusqu'à supprimer, et ça a été fixé, ça a été affiché, plus de 120 000 emplois. D'accord? Donc, nous qui, à Mayotte, connaissons, vivons le problème d'un service public assuré majoritairement par des contractuels. Je parle du second degré. Eh bien, nous voyons déjà. D'accord? Et ça risque d'être encore plus pire si ça se dit en français.
D'accord. Vous avez rencontré le vice-rectorat. Qu'est-ce qu'il vous dit sur cette question, effectivement, des suppressions de fonctionnaires qui étaient annoncées par le président de la République? Il n'a pas menti sur la question. Il a été élu. Il a annoncé qu'il y aurait des suppressions de postes au niveau des fonctionnaires. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau du vice-rectorat? On a même vu un représentant de la préfecture en la personne du directeur de cabinet. Mais eux, leur discours, c'est bon, ben on va remonter vos doléances. Voilà. Et sans plus, ni plus ni moins. Par contre, avec la DAZEN, la directrice académique adjointe, hier, s'agissant de la loi Blanquer, qui veut créer les établissements publics d'enseignement fondamentaux. Fusion des écoles avec les collèges. Elle nous a affirmé que c'est pas dans les bacs, dans les projets du vice-recteur. C'est une bonne nouvelle. Oui, mais nous, on a entendu parler de ce qui se passe à Bandrélé. Allez voir à Bandrélé, l'école de Cavani, Bandrélé-Cavani, qui, de CM1 et CM2, qui travaillent avec le collège. Elle nous dit que elle nous a affirmé que c'était pas dans ce but-là. Bon. Ça existe déjà en métropole, des écoles qui vont effectivement jusqu'au collège ou collège-lycée? Est-ce que ça fonctionne? Je sais pas. Hein? Est-ce que ça fonctionne? Mais elle nous a d'ailleurs dit que non, c'est pas dans les objectifs du vice-rectorat de travailler, on va dire, fusionnellement, premier ce collège, et du fait notamment de la taille des collèges et des écoles. Mais oui, on n'y croit pas. On n'y croit tellement pas que nous avons deux preuves de comment les rythmes scolaires, personne n'imaginait que ça allait être mis en place. Eh ben, on a abouti au bricolage. De la même manière, les CP à 12, on était tous contents qu'on allait, effectivement, tout le monde allait passer à 12 élèves par classe. À 12 élèves par classe. Maintenant, même le seuil de tolérance n'existe plus. On est à 26, 28, 30, même s'il y a 2 enseignants. Donc ça sera encore du bricolage et on n'en veut pas, et c'est bien que ce soit pas... Justement, ces 12 élèves par classe, c'est lié aussi au plan de construction scolaire. Vous avez alerté à nouveau là-dessus. Le plan n'existe pas. On nous a dit qu'il allait y avoir des plans depuis l'année dernière. Il y a eu des promesses qui ont été faites en la matière. C'est des promesses qui restent des promesses. On nous parle de nouvelles réunions entre maires et vice-rectorat et préfecture. Oui, mais il y en a eu tellement de réunions que, en fait, on nous fait tourner en bourrique. Et surtout, le plus grave dans cette affaire-là, c'est qu'ils croient que nous en sommes. Vous avez aujourd'hui participé à cette intersyndicale de l'éducation. Il y a eu un rassemblement qui s'est fait sur la place de la République. Il y a eu une marche. Ensuite, vous avez à nouveau rencontré les autorités, le directeur de cabinet de la préfecture, qui était déjà présent lors de la réunion hier. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Parce que là, vous étiez en intersyndicale. Rien de nouveau sous le soleil. Hein. Nous, ce qui aussi nous fait descendre dans la rue, ce sont nos revendications, notamment la reprise en compte de l'ancienneté générale de service, notamment l'augmentation du taux d'indexation des salaires, la situation des précaires, l'alignement des allocations familiales. Rien de nouveau sous le soleil. En tout cas, nous insistons sur une chose, c'est que avec le gouvernement précédent, le gouvernement s'était engagé à tenir une réunion de revoyure, sur le taux d'indexation. Nous demandons à ce que cet engagement soit respecté. Et il me semble que c'est écrit quelque part. Alors, on peut bien nous dire que non, on a changé de gouvernement, donc c'est autre chose. Mais il y a une chose que tout le monde a oubliée. À l'époque, la personne qui s'était engagée là-dessus, c'est Madame Girardin, qui est aujourd'hui ministre des Outre-mer, qui connaît donc très bien, qui ne doit pas oublier ses engagements, qui connaît très bien le dossier sur la reprise, la revoyure des indexations, mais qui connaît aussi très bien le dossier de la reprise en compte de notre ancienneté générale de service, et qui sait très bien que dans les dispositifs qui ont été mis en place, le gouvernement a
écarter les enseignants du premier degré. Donc, nous, sur ces deux points essentiels, nous souhaitons l'ouverture des négociations, la réunion de revoyure pour qu'il y ait enfin des réponses à nos revendications. Mais Rivaux, et de toute façon, il y a des engagements, ça doit être respecté. Mais justement, Rivaux, est-ce qu'aujourd'hui, vous ne vous frappez pas à la mauvaise porte? À savoir, en 2016, vous vous étiez rendu en intersyndicale à Paris, vous aviez pu rencontrer au ministère des représentants, des hautes instances qui vous avaient fait ces promesses. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas là-bas que vous devez aller frapper à la porte? Vous rappelez de 2016? De 2016, c'était un mouvement de grève. Voilà. Donc, vous êtes dans la même lignée? Frapper la bonne porte, s'il faut des mouvements de grève illimités, ben, on y est déjà. Peut-être qu'il suffit maintenant d'ouvrir la porte. En tout cas, je ne pense pas qu'on tape à la mauvaise porte. Peut-être aujourd'hui, notre difficulté, c'est que quand il y a des gens qui s'affichent favorablement, enfin, des camarades qui s'affichent favorablement à nos revendications et qui, sur le terrain, on ne les voit pas. Je pense que c'est là, effectivement, notre difficulté. Mais nous, en 2007, on se rappelle, on était tout seul. Donc on peut y aller à un moment ou un autre. Ça déclenchera et à nous de démontrer notre détermination. Un dernier mot, Rivaux. Vous allez reconduire ce mouvement de grève parce que l'intersyndicale, c'était reconductible, ça sera sûrement reconduit à une date ultérieure. Est-ce que vous allez continuer la grève demain? Mais je pense que ce n'est pas l'intersyndicale qui a appelé à notre grève illimitée. Ils ont appelé à une grève reconductible. Vous étiez dans un mouvement illimité. Notre grève reconductible, mais nous aussi, nous avons notre grève illimitée. Demain, rendez-vous 8h, vice-rectorat. Avec un rassemblement, vous espérez avoir du monde? On est en grève illimitée, d'accord? On sait pertinemment que ce ne sera pas toujours les mêmes pics. Mais vous voyez des actions, justement? La même détermination. Et bien entendu, je pense qu'on l'avait déjà dit, que ce ne sera pas tout le temps qu'on va marcher dans la rue. Rivaux, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et puis on suivra bien sûr cette grève demain, savoir quelles actions seront mises en place. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Azali Assoumani, réélu président, des Kwassa sanitaires venus des Comores ou encore Ramlati Ali qui se félicite du projet de loi de santé. Voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité locale. Place aux brèves de ce mercredi 27 mars. Comme évoqué précédemment, les résultats des élections présidentielles aux Comores ont été annoncés et sans grande surprise, le président Azali Assoumani a été réélu au premier tour avec 60,77% des suffrages. Depuis dimanche, l'opposition crie au coup d'État électoral après avoir dénoncé les dérives autoritaires et la corruption qui rongent le pays. La plateforme des ONG dénonce également les conditions dans lesquelles le scrutin s'est déroulé et avance que le résultat annoncé ne peut être considéré comme crédible. Les observateurs internationaux qui ont surveillé le déroulement des opérations de vote précisent que les incidents observés n'ont pas permis aux électeurs de sortir massivement pour exercer leurs droits civiques dans la sérénité. Néanmoins, le ministre de l'Intérieur, Mohamed Daoudou, affirme, je cite, « Nous sommes un pays souverain, personne ne viendra nous imposer quoi que ce soit de l'étranger ». Et comme toujours, les répercussions liées à cette élection aux Comores sont immédiates pour Mayotte. En effet, ce matin, une femme a été laissée sur une plage de Dzoumonier. Sourde, muette et récemment opérée à la gorge, elle a été prise en charge par les pompiers et acheminée dans le dispensaire le plus proche. La brigade nautique de la gendarmerie, accompagnée des nageurs pompiers, ont par ailleurs récupéré 3 individus blessés au large de Mtsamboro. L'un a été récemment amputé d'une jambe, le second est légèrement blessé, tandis que le troisième est polytraumatisé. Arrivés au ponton de Mamoudzou, les pompiers et les ambulanciers du CHM ont été pris à partie par une foule très en colère de voir arriver à Mayotte des blessés venus des Comores. Les secours sont partis au plus vite en direction du CHM. Les pompiers et notamment les nageurs sont d'astreinte à Kawini et restent en alerte Kwassa, d'autres pouvant arriver à tout moment. Hier, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture le projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé. Les Outre-mer y sont peu représentés, même si les mesures s'appliqueront sur tout le territoire national. La députée Ramlati Ali, co-rapporteure de la mission Flash de la délégation Outre-mer, a réagi suite à cette adoption. Elle se félicite des dispositions visant à améliorer le système de santé à Mayotte, la création d'une agence régionale de santé de plein exercice et l'extension du dispositif de parcours de soins coordonnés.
Selon elle, la création de cette ARS à Mayotte répond à une nécessité d'adaptation aux réalités du territoire afin d'y renforcer l'autonomie de gestion et de décision en matière de santé. Elle se réjouit par ailleurs de l'adoption de son amendement visant à étendre le dispositif de parcours de soins coordonnés à Mayotte. Il permet la pleine intégralité de la Convention médicale nationale d'août 2016. Ainsi, les médecins pourront bénéficier notamment de la rémunération sur objectif de santé publique. Elle vise ainsi à lutter contre la désertification médicale, très importante sur le territoire. En effet, l'Atlas de la démographie médicale pour l'année 2018 faisait état de 94 médecins pour 100 000 habitants à Mayotte, contre 437 pour la France métropolitaine. On termine cette édition avec l'opérateur local Mahorais Mobile qui lance la 4G sur son réseau téléphonique. Anciennement prévu pour septembre 2019, l'opérateur a avancé la sortie de son réseau haut débit de 6 mois. Sa spécificité, le fait de proposer la 4G en forfait rechargeable et de pouvoir partager son crédit. Disponible dans plus de 120 doukas de l'île, Mahorais Mobile se positionne sur un marché fermé et mise sur les zones géographiques mal desservies par les autres opérateurs. Une conférence de presse était organisée ce matin au Barakili. Paul-Arthur Avit est parti y assister pour vous. Ce matin, Mahorais Mobile a organisé une conférence de presse pour présenter l'arrivée de la 4G sur son réseau téléphonique. Prévue initialement pour septembre 2019, la 4G arrive sur le réseau local avec 6 mois d'avance. Aujourd'hui, en fait, on lance une offre 4G qui va être un petit peu différente de nos concurrents, puisque elle va être uniquement en prépayé et tous nos clients vont passer directement en fait en 4G dès cet après-midi, sous couvert qu'ils soient dans une zone de couverture où on couvre la 4G. On a fait ce choix de lancer avant de couvrir toute l'île, parce que pour nous c'était important que les gens aient accès à Internet le plus rapidement possible. Un réseau accessible actuellement à 35% de la population de l'île. L'opérateur compte couvrir entièrement l'île d'ici mi-2020. En attendant, il lui a fallu faire un choix difficile sur les zones à couvrir. Alors la première difficulté, c'était justement de trouver les bons sites, savoir où s'installer pour pouvoir distribuer de la 4G aux personnes qui en ont vraiment besoin. On a fait le choix dans un premier temps évidemment de couvrir Mamoudzou, puisque c'était là où il y a le plus de population, donc ça c'était un petit peu obligatoire. Et ensuite on s'est penché en fait sur les zones qui étaient les moins couvertes par les autres opérateurs. Notamment, je pense à la zone de Ongoujou où les opérateurs sont quasiment pas présents ou peu, et où nous, on a une antenne qui est à Ongoujou et qui va permettre d'avoir de la 4G à Ongoujou pour tous les habitants. La caravane de l'opérateur fera le tour de l'île dans les semaines à venir pour faire découvrir son réseau à la population. En attendant, vous pourrez retrouver l'équipe de Mahorais Mobile ce soir au Barakili pour répondre à vos questions. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19h en direct sur KTV. Excellente soirée sur Kwezi.